Je me tenais devant le palais de justice avec rien d'autre que les vêtements que je portais et une grande enveloppe en papier craft remplie de documents légaux qui disaient que j'avais officiellement tout perdu. Ma femme venait de partir avec notre manoir de 3,4 millions, la moitié de tout ce que je possédais, et un petit sourire suffisant comme si elle venait de gagner une partie. Quand nous avons franchi les lourdes portes vitrées, elle s'est penchée vers moi. J'ai cru qu'elle allait peut-être dire quelque chose de doux, peut-être un mot sur les années que nous avions passées ensemble, mais non. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Tu es pathétique ». Ce mot m'a frappé plus fort que tout ce que son avocat avait pu dire au tribunal. Elle est partie avec Hank, mon meilleur ami depuis mes 20 ans. Il ne s'est même pas retourné. Cette nuit-là, j'ai garé mon pick-up derrière un diner le long de la route 9. Je me suis recroquevillé sur le siège conducteur et j'ai essayé de comprendre où j'avais échoué. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix calme, à l'autre bout du fil. « Monsieur Elridge, cela fait 15 ans que nous essayons de vous joindre. Ici la Gallen Private Banking Group de Zurich. Nous pensons que vous êtes l'héritier légitime d'un compte appartenant à Roy Elridge. » Je me suis figé. Mon oncle Roy avait disparu il y a presque 20 ans. Puis la voix a récité un numéro de compte et s'est arrêtée. « Monsieur Elridge, le solde de ce compte est de 47 millions de dollars. » Mon cœur battait encore à tout rompre quand l'homme a ajouté « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont cet argent est arrivé là. Mon nom est Thomas Elridge. J'ai 51 ans et jusqu'à l'an dernier, je croyais mener une vie solide. Je n'étais pas riche selon les standards de la plupart des gens, mais j'avais travaillé dur pour construire quelque chose de réel. J'ai passé 30 ans dans le bâtiment, à manier le marteau, à couler des fondations de mes propres mains, à gagner chaque dollar avec de la sueur et des jointures abîmées. Je croyais en la loyauté, en la famille, au fait de se lever tôt et de se coucher fatigué. Je pensais que cela suffisait pour maintenir une vie debout. J'ai rencontré Callie quand nous étions adolescents. J'avais 21 ans quand nous nous sommes mariés. Elle avait ce feu dans le regard et cette manière d'illuminer une pièce sans dire un mot. Je suis tombé amoureux d'elle vite et profondément. Nous n'avions pas grand-chose à l'époque, juste un petit appartement d'une chambre près de Poughkeepsie, quelques meubles d'occasion et de grands rêves. Je prenais tous les boulots possibles. Toiture, charpente, rénovation. Callie travaillait dans un dîner le jour et étudiait les soins infirmiers la nuit. Nous formions une équipe ces premières années. Nous avons fêté notre premier remboursement d'impôts comme si c'était un gain au loto. Nous avons construit notre crédit, acheté une maison délabrée et mis tout notre cœur à la rénover. Je travaillais jusqu'à m'en faire saigner les doigts, et elle m'apportait de la limonade et des moitiés de sandwich assise sur le perron à parler de l'avenir. Je l'aimais, vraiment. Avec le temps, j'ai monté ma propre équipe. Le bouche à oreille a fait son effet. J'ai décroché de plus gros chantiers, des contrats mieux payés. Une année, j'ai obtenu un marché municipal qui a tout changé. Nous sommes passés de la survie à une vraie aisance. C'est alors que je l'ai surprise avec le manoir. Ce n'était pas un palais clinquant couvert de verre, mais un domaine en briques classiques, la vigne grimpant sur les murs et de grands arbres dressés tout autour comme une forteresse, dans le comté de Westchester. Calme, paisible, 5 chambres, une cave à vin que nous n'avons jamais utilisée et un jardin. Callie disait qu'elle le remplirait de lavande, mais elle ne l'a jamais fait. Il coûtait 3,4 millions. J'ai payé la majeure partie en liquide et financé le reste. Je croyais lui offrir un rêve. Elle l'a appelé une vraie maison, mais quelque chose a changé après cela. Callie a commencé à se transformer. Elle a rejoint un club mondain, puis un conseil de charité. Sa coiffure était toujours impeccable. Elle parlait de plus en plus de dégustation de vin et de moins en moins de repas en famille. J'ai mis ça sur le compte de l'évolution. Les gens changent. Je me suis dit que je devais juste rattraper le rythme. Pourtant, j'ai essayé de garder notre vie simple. Je passais mes week-ends avec ma fille Brandy. Elle a 23 ans aujourd'hui, une fille brillante avec mon entêtement et l'esprit vif de sa mère. Nous regardions des films, promenions les chiens, allions pêcher sur le quai quand c'était possible. Ma mère, Eileen, vit encore dans la maison où j'ai grandi,
juste à l'extérieur de Kingston. Chaque dimanche après l'église, j'amenais ma mère au manoir pour dîner, même quand Callie n'en avait pas vraiment envie. Puis, il y avait Hank. Il était plus qu'un ami. Nous avions tout traversé ensemble. Nous avions construit des terrasses, chassé le cerf, déménagé des meubles et bu de la bière sous les étoiles. Quand mon père est décédé, c'est Hank qui a tenu la main de ma mère à l'enterrement, quand moi, je n'arrivais pas à trouver les mots. Je lui faisais plus confiance qu'à mon propre frère. J'aurais pris une balle pour lui. Je n'ai rien vu venir. Peut-être que je ne voulais pas voir. Callie et Hank ont commencé à passer plus de temps ensemble. Des événements caritatifs, des réunions tard le soir. Elle disait que j'étais trop fatigué, que je travaillais toujours. Je ne me disputais pas. Je continuais, pensant que si je travaillais plus dur, elle verrait à quel point je l'aimais encore. Mais la distance entre nous grandissait. Nous avons cessé de parler de choses réelles. Elle dormait dans la chambre d'amis plus souvent que dans la nôtre. Je restais allongé, les yeux fixés au plafond, me demandant comment nous avions pu nous éloigner autant de ces jours sur le perron, à manger des sandwichs. Je repensais souvent à quelque chose que mon oncle Roy m'avait dit quand j'avais 17 ans. Il était l'original de la famille. Il roulait en Bentley, portait des boutons de manchette à Thanksgiving. Un jour, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tommy, ne crois jamais qu'un toit signifie la sécurité. Parfois, il ne fait que t'empêcher de voir la vérité s'effondrer sur ta tête. » Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, oui. L'effondrement réel n'a pas été un moment précis. C'était une lente érosion. La confiance s'usait comme la pierre dans une rivière. Je continuais à espérer qu'elle ferait demi-tour, qu'on trouverait un moyen de réparer les choses. Mais elle était déjà partie, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Tout ce qui restait, c'était les papiers. Et même là, je n'imaginais pas qu'elle irait aussi loin. Je n'ai pas vu l'orage arriver avant qu'il ne frappe de plein fouet. C'était un jeudi. Je m'en souviens clairement parce que je rentrais toujours tôt le jeudi. Je travaillais sur un chantier à Syracuse, une grande extension de terrasse en cèdre sur mesure. J'ai terminé plus tôt que prévu, conduit directement chez nous, les bottes couvertes de boue séchée, le dos douloureux, prêt à surprendre Callie avec ses cannolis préférés de ce restaurant italien qu'elle aimait à White Plains. J'avais cette idée stupide que peut-être nous pourrions nous asseoir dehors ensemble, parler comme avant, retrouver une petite étincelle à laquelle s'accrocher. Quand je suis entré dans l'allée, j'ai remarqué le pick-up de Hank garé près du garage. Rien d'étrange à ça. Il passait parfois, m'aidait pour quelques réparations, laissait du gibier après une partie de chasse. Mais quelque chose sonnait faux. La maison était trop silencieuse, l'air trop immobile. Je suis entré par l'arrière, j'ai traversé la cuisine et j'ai entendu un son, un rire, doux, étouffé, venant de l'étage. Son rire à elle, le même qu'elle avait quand je la chatouillais derrière les genoux, celui qui faisait plisser ses yeux au coin. Mais cette fois, il n'était pas pour moi. Je ne me suis pas précipité en haut. Je n'ai pas crié. Je ne voulais pas croire ce que mon instinct hurlait déjà. Je suis monté lentement, chaque marche plus lourde que la précédente. Arrivé devant la porte de la chambre, j'ai entendu la voix de Hank, puis la sienne encore. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Ma femme, mon meilleur ami. Aucune honte, aucune panique. Juste ce silence particulier qui suit quand deux personnes savent qu'elles ont été prises, mais qu'elles ne se soucient pas assez d'expliquer. Hank s'est empressé d'enfiler sa chemise. Callie n'a pas bougé. Elle est restée assise au bord du lit, m'a regardé. Son visage n'a pas changé. Pas une once de culpabilité. Elle a croisé les jambes, a remis ses cheveux en place et a dit d'une voix plus calme que jamais « Tu es en avance ». Hank a essayé de dire quelque chose. Je ne me souviens pas des mots. Quelque chose de creux, de faible. Je n'écoutais pas. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le mur. Je suis descendu au garage, je me suis assis sur une pile de contreplaqué et j'ai fixé le sol pendant ce qui m'a semblé être une heure. Tout ce qui s'était accumulé au cours des dernières années prenait soudain un sens. Les soirées tardives, les faux sourires, la façon dont elle s'était éloignée de ma fille, de ma mère, de moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Les cannolis sont restés dans leur boîte, posés sur le comptoir.
Le lendemain matin, ils étaient à la poubelle et Cally avait déposé une demande de divorce. Pas de dispute, pas de supplication, pas de faux semblants. Elle en avait fini et elle voulait ce qu'elle pensait être à elle, la moitié. Plus que la moitié, si elle pouvait l'obtenir. J'ai essayé de rester civil. Je lui ai dit que nous pouvions régler ça calmement. Elle a ri et a dit « Toi, tu es le bâtisseur, pas la tête. Laisse le tribunal décider. » Elle avait engagé l'un des avocats en divorce les plus chers de l'État, un homme froid et affûté nommé Donovan. Costume impeccable, dents blanches, des yeux de requin. Il a déchiré ma réputation au tribunal. Il a affirmé que j'étais émotionnellement instable, que j'avais un tempérament violent. Il a tordu la vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus du tout à notre vie. Ils m'ont peint comme un bourreau de travail autoritaire qui négligeait sa femme. Ils ont sorti des textos de leur contexte, convoqué 2 anciens sous-traitants qui m'avaient poursuivi en justice pour un litige de paiement des années auparavant. Ils ont même obtenu mes relevés financiers d'une année difficile pendant la récession pour suggérer que je cachais des actifs. Je restais là, coincé dans un costume trop serré au cou, à regarder ma vie se faire déchiqueter devant des inconnus. Cally n'a pas pleuré, pas une seule fois. Elle portait une robe noire, les cheveux relevés, les jambes croisées comme si elle assistait à un défilé de mode plutôt qu'à un procès. Quand Brandy a témoigné, essayant de parler pour moi, essayant de dire que sa mère avait changé, Cally n'a même pas posé les yeux sur elle. Après 9 longs mois d'audience et de bataille juridique, le juge a rendu son verdict. Le manoir était à elle. La plupart de nos économies, à elle. Le compte-retraite, partagé. Mes outils, mon camion et le petit appartement vide que j'avais loué juste pour avoir un toit au-dessus de la tête. Voilà ce qu'il me restait. Je n'ai pas été surpris par la décision. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point je me sentais vide quand elle est tombée. Pas en colère, pas triste, juste engourdi, comme si j'avais regardé l'histoire de quelqu'un d'autre se dérouler, et que je n'étais qu'un figurant en arrière-plan. Devant le palais de justice, je me suis tenu seul. Hank n'était nulle part. J'imaginais qu'il était déjà dans le manoir, aidant Cally à fêter ça. Peut-être à verser du champagne dans les verres en cristal que j'avais déballés le jour de notre emménagement. Cally est passée devant moi avec son avocat à ses côtés. Elle m'a regardé une seule fois, sans émotion, sans hésitation. Elle s'est penchée et l'a chuchoté. « Tu es pathétique. » Puis elle s'est retournée et elle est partie. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé jusqu'au parking, j'ai grimpé dans mon camion et je suis resté assis derrière le volant, les mains encore tremblantes. J'avais perdu ma femme, mon meilleur ami, ma maison et l'avenir que j'avais mis 30 ans à construire. Mais cette nuit-là, tout allait changer. Je ne pouvais pas affronter les murs blancs et l'air rassis de cet appartement loué. Au lieu de ça, j'ai pris la route vers le nord. Je n'avais pas de plan, juste le besoin de fuir la ville, de fuir tout ce qui me rappelait ce que j'avais perdu. Vers 22 heures, je me suis arrêté sur le parking d'un dîner le long de la route 9. J'ai coupé le moteur et je me suis laissé aller contre le dossier. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Ma première pensée fut que c'était peut-être le tribunal, ou Cally qui appelait pour me rappeler ce qu'elle avait pris. J'ai failli raccrocher. Un homme, avec un accent européen calme, a demandé « Est-ce que je parle à Thomas Elridge ?» J'ai hésité. Qui le demande ? Ici, Simon Keller, de la Galen Private Banking Group, Zurich. Nous essayons de vous joindre depuis plusieurs années. Êtes-vous le neveu de Roy Elridge ? Mon oncle Roy ne m'était pas revenu en mémoire depuis longtemps. C'était le frère aîné de mon père, l'original dans une famille de charpentiers et de fermiers. Il portait des costumes chers, fumait des cigares cubains et avait cette allure comme s'il savait quelque chose que nous ignorions tous. Il passait de temps en temps, tous les quelques années, me glissait des billets de 100 $ pour mon anniversaire, puis disparaissait à nouveau. On ne l'avait plus revu depuis que j'avais une 20aine d'années. La rumeur disait qu'il était parti en Europe, avait fait fortune, puis s'était volatilisé. J'ai dégluti. Oui, Roy était mon oncle. Pourquoi ? L'homme a poursuivi « Monsieur Elridge, vous êtes le seul bénéficiaire inscrit d'un compte dormant.
Nous sommes tenus de vous contacter avant sa liquidation automatique. Le compte n'a pas été touché depuis 15 ans. Votre oncle a laissé des instructions précises. Les fonds ne devaient être libérés qu'une fois une certaine condition légale remplie. Quelle condition? Attendre que vous ne soyez plus légalement lié par un certificat de mariage. Ces mots m'ont frappé comme un coup d'air glacé. Je me suis redressé. De quels fonds parlons-nous? Il y eut une pause. Le compte contient 47 889 421,77 $, selon l'état de ce soir. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai baissé les yeux vers le tableau de bord, comme si les chiffres pouvaient s'afficher pour confirmer ce que je venais d'entendre. L'homme a demandé si j'étais toujours en ligne. Oui, à peine, ai-je répondu. Il a expliqué que mon oncle avait transféré une série d'investissements hors registre, actions privées et obligations bancaires anciennes, dans ce compte sur une période de 10 ans avant de disparaître du monde financier. L'argent avait grossi lentement, régulièrement, à l'abri dans un coffre protégé par le silence et par des montages juridiques. J'ai demandé pourquoi on ne m'avait pas contacté plus tôt. Votre oncle était méticuleux. Il ne faisait pas confiance à votre épouse. Ces mots, pas les miens. Il nous a instruit d'attendre que votre état civil change. Il a dit, et je cite, « Tommy doit être libre avant de se souvenir de qui il est ». Cette phrase m'a sidéré. Je me souvenais que Roy avait dit quelque chose de semblable quand j'étais adolescent, à l'époque où je le prenais juste pour un vieux frimeur avec trop de secrets. Il m'avait emmené pêcher une fois, quand j'avais 16 ans, et je me rappelais ces paroles. « L'argent n'est qu'un miroir, gamin. Il te montrera de quoi tu es fait. Assure-toi seulement de savoir qui tu es quand tu verras le reflet. » Je n'avais jamais oublié, même quand je n'avais pas compris. Le banquier a poursuivi. « Nous exigeons votre présence physique à Zurich pour finaliser l'identification et les documents. Tous les frais de voyage et d'hébergement seront pris en charge. Les fonds peuvent être transférés où vous le souhaitez. » Je n'ai pas dit oui immédiatement. Je lui ai répondu que j'avais besoin de temps. Il a compris et m'a donné un numéro de contact direct. Après l'appel, je suis resté assis dans l'habitacle sombre de mon camion, les mains crispées sur le volant comme si c'était la seule chose solide dans ma vie. J'ai levé les yeux vers les étoiles à travers le pare-brise. Quelque part là-haut, ma réalité entière venait de basculer. Mais je ne me sentais pas puissant. Je me sentais petit, perdu, coincé entre deux vies. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère et tout raconté. Elle n'a pas réagi avec excitation ni avec incrédulité. Elle a simplement dit « Cet homme en a toujours su plus qu'il ne le montrait. Peut-être que maintenant, tu pourras enfin respirer. » Brandy fut la suivante que j'ai appelée. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Papa, tu mérites si ça, mais ne laisse pas ça te transformer en quelqu'un d'autre. » J'ai réservé un vol pour Zurich l'après-midi même, sans hésiter. J'ai fait un sac de voyage, 2 jeans, 3 chemises, un vieux portefeuille en cuir et la montre que mon père m'avait donnée quand j'ai eu mon diplôme de lycée. J'ai laissé tout le reste derrière. Je n'ai rien dit à Cali. Elle ne méritait pas de savoir. Je n'avais pas besoin de vengeance, pas besoin de tribunal. J'avais besoin de découvrir ce que mon oncle m'avait laissé. Pas seulement l'argent, mais la raison. Parce que quelque chose me disait que ce n'était pas qu'une histoire de dollars sur un compte en banque. C'était bien plus profond. L'avion a atterri à Zurich un lundi matin gris. La ville ressemblait à une carte postale. Rue propre, vieux bâtiments de pierre, costumes impeccables partout. Je n'étais pas sorti du pays depuis mon voyage de noces au Mexique. Et voilà que je traversais un aéroport suisse avec une invitation bancaire dans la poche de mon manteau. Un chauffeur m'attendait à l'arrivée. Mercedes noire. Il tenait une pancarte avec mon nom et m'a salué d'une poignée de main ferme et d'un signe de tête poli. Pas de bavardage. Il m'a conduit droit au cœur de la ville et jusqu'à une colline surplombant le lac de Zurich. La voiture s'est arrêtée devant un bâtiment de pierre avec de hautes grilles de fer et des lettres dorées gravées dans l'arche. Galen Private Banking Group. À l'intérieur, tout sentait le cuir et le cirage frais. On m'a escorté le long d'un couloir jusqu'à un bureau privé qui ressemblait plus à une bibliothèque. Étagères en acajou, un globe massif et une vue sur le lac capable d'apaiser une âme.
Un homme d'une soixantaine d'années s'est avancé avec un sourire chaleureux. Il s'est présenté comme Simon Keller, le même que j'avais eu au téléphone. « Monsieur Eldridge, bienvenue. Nous vous attendions depuis longtemps. » Il m'a servi un café, m'a tendu un épais dossier et a commencé à tout expliquer. Mon oncle Roy n'avait pas simplement disparu. Il s'était volontairement retiré du système financier américain. Il avait vendu ses biens, déplacé ses capitaux dans une fiducie protégée par plusieurs juridictions étrangères. Il avait utilisé des sociétés écrans, de vieux canaux financiers et des codes bancaires réservés aux initiés. Ce n'était pas illégal, mais extrêmement privé. Le dossier contenait des lettres, de vraies lettres manuscrites de Roy, qui m'étaient adressées et verrouillées jusqu'à ce que mon divorce soit finalisé. Dans la première lettre, il écrivait « Tommy, je sais que tout cela ne fera pas sens immédiatement, mais je t'ai observé de loin. J'ai vu combien tu travaillais dur. J'ai vu l'homme que tu es devenu. J'ai toujours voulu te laisser quelque chose. Pas seulement de l'argent, mais la liberté. Je ne pouvais pas te l'offrir tant que tu étais marié à cette femme. Je suis désolé, mais je ne lui ai jamais fait confiance. J'ai vu clair en elle bien avant toi. » Une autre lettre contenait une entrée de journal datant de mes jeunes années. Tommy construit avec ses mains. Il pense avec son cœur. Il sera un meilleur homme que je ne l'ai jamais été. J'ai dû arrêter ma lecture. Mes yeux s'emplissaient de larmes. Pendant des années, j'avais cru que Roy nous avait oubliés. En réalité, il préparait quelque chose depuis le début. Quelque chose pour moi. Simon a fait glisser un document de l'autre côté du bureau. Il autorisait le transfert complet des fonds sur n'importe quel compte que je choisirais. Il m'a expliqué les actifs totaux, actions, avoirs en or, et une villa privée dans le sud de la France qui m'appartenait également, techniquement. Mes mains tremblaient en signant. D'un seul geste, ma vie avait changé à nouveau. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de ce qui allait suivre. Le vol-retour était différent. Je n'étais plus le même homme que celui qui était parti. L'amertume du divorce n'avait pas disparu, mais quelque chose en moi s'était déplacé. Je me sentais à nouveau ancré. Pas parce que j'avais des millions, mais parce que j'avais enfin compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais simplement été ramené à l'essentiel, à qui j'étais vraiment. Le premier appel que j'ai passé en atterrissant a été pour Brandy. Je lui ai tout raconté. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement dit « Est-ce que ça veut dire que tu rentres à la maison ?» J'ai répondu oui. Mais maison, ce ne serait pas cet appartement vide et sûrement pas le manoir où mon ex-femme vivait désormais avec mon ex-meilleur ami. J'ai acheté une maison de ranch près de Nashville. Avec des terres ouvertes, un porche qui faisait tout le tour et assez d'espace pour que Brandy vienne quand elle voulait. Je l'ai retapé moi-même, posé les fenêtres, installé le parquet, construit la terrasse. Chaque clou, je l'ai planté avec un but précis. Une semaine plus tard, Callie l'a appris. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. « Tom, » dit-elle d'une voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « J'ai fait une erreur. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. J'étais en colère, perdu. On pourrait essayer à nouveau. » Je l'ai laissé parler. Puis j'ai répondu « Tu ne m'aimais pas quand j'avais tout. Tu aimais ce que je t'apportais. Maintenant tu veux revenir parce que je vaux plus sur le papier. Je ne suis plus l'homme que tu as quitté. » Elle a commencé à pleurer. J'ai attendu. Puis j'ai dit « Je te pardonne, Callie, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit devant ce tribunal. Et je ne serai plus jamais à toi. » J'ai raccroché. Hank a essayé d'appeler aussi. Il a laissé un message. « Tom, d'homme à homme, j'ai merdé. Les choses se sont compliquées. J'aurais dû être honnête. J'ai effacé sans écouter la suite. Je n'avais pas besoin d'excuses, pas besoin de vengeance. J'avais besoin de paix, et je l'ai trouvé. Le dernier cadeau que mon oncle m'a laissé n'était pas en francs suisses ni en titre de propriété. C'était la vérité. Il voyait ce que je ne pouvais pas voir. Il m'a donné les moyens de reconstruire. Pas seulement une maison ou un compte en banque, mais une vie qui m'appartenait de nouveau. Et cette fois, je ne gaspillerai plus un seul instant. Je me réveille presque tous les matins avant le soleil, comme je l'ai toujours fait. Les vieilles habitudes collent. Mais maintenant,
Au lieu de filer dehors en bottes de travail avec un thermos de café noir, je m'assois sur le porche de ma nouvelle maison et j'écoute le silence. La maison n'a rien d'extravagant. C'est un ranch avec une longue allée de gravier, un vieux chêne devant et une balançoire grinçante que j'ai construite de mes propres mains. Je n'ai pas besoin de sols en marbre ni de lustres valant des millions. J'ai juste besoin d'honnêteté, de paix et de ce genre de silence qui vient sans culpabilité ni honte. Brandy vient souvent. Elle apporte sa guitare, s'assoit au bord du porche et gratte des accords pendant que je grille des steaks ou que je bois un café. Elle me raconte sa vie, ses projets, ses idées d'ouvrir un petit café. Je lui ai proposé l'argent pour démarrer, mais elle a insisté pour le gagner elle-même. C'est comme ça que je sais qu'elle y arrivera. Elle a du feu, mais il est stable. Je vois le meilleur de nous deux en elle, ma ténacité et la concentration de sa mère. J'espère seulement qu'elle saura aimer mieux que nous. Ma mère, Eileen, vit toujours dans la maison où j'ai grandi. Elle refuse de déménager, même si je lui ai proposé de lui acheter un nouveau logement. Elle dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Je comprends maintenant. Tu n'as pas toujours besoin de changer pour avancer. Parfois, rester immobile au bon endroit suffit. » Callie n'a jamais rappelé. Hank n'a jamais franchi ma porte. La vie qu'ils ont choisie est la leur à porter. Je ne leur souhaite pas de souffrance, mais je ne porte plus aucun poids de leur histoire sur mon dos. Ces derniers mois, j'ai appris à apprécier l'immobilité. J'ai acheté un chien, un berger croisé nommé Boone. Il me suit partout. J'ai rejoint un groupe local de vétérans, même si je n'ai jamais servi, juste pour être bénévole et donner un coup de main. Je trouve la paix en construisant des choses pour ceux qui en ont besoin. Rampes, terrasses, bancs pour les parcs. Cela me rappelle que le travail de tes mains compte toujours, peu importe la taille de ton compte en banque. J'ai aussi pris une décision. J'ai utilisé une partie de l'argent pour lancer une fondation, la Elridge Grant, destinée à aider les pères célibataires qui se reconstruisent après un divorce. Je me souviens de ces nuits à dormir dans mon camion, ne sachant pas où aller, me sentant rejeté par le monde. Aucun homme ne devrait ressentir ça, seul. Si je peux en aider ne serait-ce qu'un à se relever, alors peut-être que tout ça, tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai gagné, aura un sens plus grand. La plus grande leçon que j'ai apprise est celle-ci. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu perds ou à ce que tu possèdes. Elle se mesure à ce que tu peux reconstruire quand tout a été enlevé. L'argent ne m'a pas réparé. Il n'a pas effacé la trahison ni la douleur. Mais il m'a donné une seconde chance. Et je l'ai utilisé pour redevenir l'homme que j'étais avant que la vie ne m'use. Alors si tu écoutes ça et que tu es brisé, si quelqu'un t'a quitté ou t'a pris tout ce que tu croyais être toi, je veux que tu saches ceci. Il y a en toi quelque chose qu'on ne peut pas te voler. Cette part de toi est toujours là. Tu dois juste creuser assez profond pour la retrouver. Et quand tu la trouveras, protège-la. Construis autour. Laisse-la te ramener à la maison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, si elle t'a fait réfléchir à ta propre vie, je te demande 3 choses simples. Mets un like à la vidéo. Ça aide à ce que plus de monde la voit. Commente ci-dessous, raconte-moi ton histoire, ou dis simplement quelle partie t'a frappé le plus. Abonne-toi à la chaîne. Il y a encore beaucoup à venir et tu ne voudras pas manquer la suite. Ceci n'est pas la fin de mon histoire, c'est juste le début de quelque chose de meilleur.